On se retrouve ici pour cette deuxième partie vidéo qui complémentera la vidéo précédente qui parlait de la physiologie dans sa présentation. Et je me suis trompé, il n'y a pas 4 grands facteurs mais 5. Donc tout d'abord la VO2 max, la fréquence cardiaque, la VMA, le coût énergétique et l'endurance aérobie. Tout d'abord, qu'est-ce que la VO2 max? La VO2 max, c'est la capacité à transporter par les poumons la circulation sanguine et la pompe cardiaque de grandes quantités d'oxygène jusqu'au territoire musculaire. C'est aussi la puissance énergétique de la filière aérobie que vous aurez pu éventuellement voir sur la vidéo précédente, que je vous conseille d'aller voir. C'est donc la plus grande quantité d'oxygène qu'un organisme peut utiliser pour une unité de temps ou au cours d'un exercice intense, voire très intense, ou de longue durée, en fonction des activités sportives ou des sports pratiqués. On peut également la définir comme PMA, ou plus communément appelée puissance maximale aérobie. Et pour la partie un peu plus scientifique, elle se mesure en millilitres par minute par kilogramme de poids corporel. En effet, il y a différents facteurs influents dans la VO2 max. D'abord, il y a l'hérédité, donc le pourcentage de fibres lentes, qui sont principalement transporteuses de l'oxygène dans l'organisme. Le sexe, donc la VO2 max sera plus élevée chez les garçons que chez les filles. L'âge, donc la VO2 max va augmenter très fortement jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au seuil optimal de 25 ans, et va ensuite diminuer. Le poids, donc l'excès de poids engendre une baisse de rendement s'il y a trop de graisse dans l'organisme. Et enfin, le niveau d'entraînement, d'où l'intérêt du travail aérobie. Ensuite, nous allons voir la VMA. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la VMA? La VMA, c'est la vitesse de course à laquelle est atteinte la VO2, vue précédemment, et à laquelle la fréquence cardiaque est maximale. Elle se mesure en km par heure et elle est souvent révélatrice des possibilités aérobies maximales chez l'individu. Bien qu'elle soit corrélée avec la VO2 max, comme dit précédemment, elle peut également chez certains sujets être supérieure ou inférieure, car nous sommes tous différents et nous n'avons pas tous et toutes les mêmes capacités. Sa connaissance est très indispensable pour doser les intensités qui soient intenses ou faibles, de courses les plus favorables au développement physiologique des élèves. Par exemple, le prof ou la prof peut donner un exercice de 30-30. Ça, l'exercice de 30-30, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. C'est partie du processus de HIIT. Et donc c'est un processus d'entraînement très intense et très court, de 30 secondes d'effort intense et 30 secondes de récupération active. On retrouve à peu près les mêmes facteurs influents que dans la VO2 max, dit précédemment. On a d'abord l'hérédité, donc c'est-à-dire le déterminisme génétique de l'individu, le sexe, donc comme dit précédemment, elle est plus importante chez les garçons et régresse plus vite chez les filles. Ça, on peut rien y faire. Ensuite, il y a l'âge. Elle augmente chez les garçons, mais stagne chez les filles. Donc on a encore cet effet très négatif chez les filles par rapport aux garçons. On a la croissance. Donc il y a un pic de croissance favorable à 12 ans pour les filles et 14 ans chez les garçons. Et enfin, l'adolescence. Donc on a un dimorphisme sexuel. Donc comme dit précédemment avec la croissance, au niveau de la puberté. Donc on a une augmentation plus nette chez le garçon. Pour le côté scientifique, c'est 50 ml par kilo de poids corporel par minute, dû à la sécrétion accrue d'androgènes, donc ce qui est responsable de l'augmentation de la masse musculaire chez les garçons.
Et comme dit précédemment, il y a une stagnation chez les filles, et donc le côté scientifique, 42 millilitres par kilo de masse corporelle par minute, dû à la sécrétion ici d'oestrogène, qui est elle aussi responsable de l'augmentation de la masse musculaire, mais cette fois-ci chez les filles. Nous retrouvons également l'entraînement, c'est-à-dire que les possibilités d'augmentation sont directement corrélées avec le niveau d'entraînement. Et donc du coup, il y a aussi l'intensité du travail. Elle peut être augmentée d'au moins 1 km par heure, attention, d'un cycle de course en durée, par exemple au collège ou au lycée, avec des élèves si la sollicitation est importante et rigoureuse, sérieuse. Ensuite, nous avons la fréquence cardiaque. Donc, qu'est-ce que la fréquence cardiaque? La fréquence cardiaque est la manifestation des adaptations cardio-respiratoires chez l'individu à l'effort aérobie. Elle évolue avec l'âge de façon linéaire, avec l'exercice donc de la VMA, dit précédemment, la VO2 max, dit précédemment aussi, et la fréquence cardiaque maximale chez l'adolescent se situe entre 195 battements par minute et 210 battements par minute. Nous pouvons ainsi donner des valeurs sur la fréquence cardiaque au repos. Donc, par exemple, un nouveau-né aura tendance à avoir une fréquence cardiaque sur 140 battements par minute avec un intervalle de plus ou moins 50 battements par minute. Chez un enfant de 1 ou 2 ans, ce sera plutôt 110 battements par minute avec un intervalle de plus ou moins 40 battements. Chez un enfant de 3 à 5 ans, ce sera plutôt 105 battements par minute avec un intervalle de plus ou moins 35 battements. Donc là on peut voir qu'il y a une régression et une diminution du battement par minute au fil du temps. Nous allons notamment le voir ici. Donc chez un enfant de 6-12 ans, donc la fourchette d'âge est un peu plus élevée. C'est aux alentours de 95 battements par minute avec plus ou moins 30 battements par minute d'intervalle. Chez un adolescent ou un adulte, donc là une fourchette d'âge très large, on est aux alentours de 70 battements par minute avec une fourchette d'intervalle de plus ou moins 10 battements. Et par contre pour les personnes âgées, c'est celles qui ont les fréquences cardiaques les plus basses, avec 75 battements par minute avec une fourchette de plus ou moins 5 battements, ce qui est très favorable. On peut également mesurer la fréquence cardiaque de différentes façons. La première façon, on le fera de la façon de Rutherford-Dixon. Donc c'est un test de vulgarisation dans le cadre d'un bilan de forme physique, très éloigné de la sophistication des tests de suivi de l'athlète de haut niveau. Elle est critiquée car elle est moyennement fiable, mais encore pratiquée par des médecins traitants. On peut notamment voir et effectuer le protocole maintenant. Le protocole s'effectue de cette façon. L'individu doit faire 30 flexions en 45 secondes, ce qui est largement faisable si vous n'avez pas des problèmes au genou. Donc le sujet doit se fléchir, d'où le but d'une flexion, avec les bras alignés devant soi, c'est-à-dire comme ça, à l'horizontale. Donc on aura trois données principales. La première, une fréquence cardiaque 0, donc au repos, donc avant le test. Une fréquence cardiaque 1, c'est-à-dire de travail. Donc on prendra la fréquence cardiaque avec nos pulsations de la carotide 1 minute après le début du test, donc 15 secondes après la fin du test si vous voulez, et une fréquence cardiaque 2 de récupération 2 minutes après le test, soit 1 minute après la fréquence 1. Je pense que vous avez à peu près compris. Donc, si vous voulez, vous pouvez reproduire cette expérience chez vous. Donc, ça va pas prendre plus de 3 minutes. Donc vous faites stop à la vidéo et vous suivez le protocole que j'ai dit précédemment. Je vais le faire aussi. Donc je vais prendre maintenant mes pulsations cardiaques sur 15 secondes.
Donc là, je suis à 18 pulsations par minute. Je vais ainsi les multiplier par, si je dis pas de bêtises, 4 ou 6, 5, je sais plus. Je vais couper la vidéo et je vous dis ça après. Voilà, donc je viens de calculer, en fait c'était 15 secondes x 4 pour arriver à 1 minute. Donc j'ai fait 18 battements par minute, enfin pour 15 secondes, et du coup j'ai trouvé 72. Donc ce qui correspond aux valeurs qu'on a données avant dans les valeurs de fréquence cardiaque au repos. Donc pour l'instant, ça coïncide bien. Maintenant, je vais faire les tests des flexions et je prendrai ma pulsation cardiaque juste après. Donc voilà, là je viens de faire les 30 flexions et j'ai réussi à trouver 27 battements pour 15 secondes. Je les multiplierai par 4 après parce que j'attends de voir pour avoir les 2 minutes de récupération. Enfin les 2 minutes après le début du test. Donc là on attend. Donc je vais couper et je vais prendre pareil, les battements par minute. Je viens de terminer le test et donc j'ai pris 2 minutes après le début du test et j'ai trouvé 18 pulsations en 15 secondes. Donc je multiplie ça par 4 et je reviens après. Donc au bout de la fin du test, donc on devait attendre 15 secondes pour prendre ces pulsations cardiaques. Donc au final j'ai réussi à trouver 108 battements par minute, donc après l'effort. Et 2 minutes après le début du test, donc c'est-à-dire 1 minute après la fin du test, j'ai trouvé 80 pulsations par minute. Donc c'est-à-dire que c'est pratiquement proche des pulsations par minute qu'on a trouvé au repos. Donc ensuite, avec les données que vous avez réussi à trouver grâce à ce protocole, vous aurez un calcul à faire que je vous mettrai en image de synthèse. Vous pouvez faire pause et calculer si vous avez fait l'expérience. Et vous aurez aussi les résultats. Donc je vous mettrai aussi un tableau que j'aurais fait, enfin une suite de résultats, et vous verrez dans quelle forme vous êtes. Ensuite, nous pouvons calculer sa fréquence cardiaque maximale, pardon, d'une autre façon. Donc on a vu la méthode Ruffer-Dixon, et donc là nous pouvons voir la façon de Astrand, qui est à mon goût pas très fiable. En gros, vous devez calculer 220 moins l'âge du sujet. Donc c'est-à-dire que moi j'ai 18 ans, mais pour faciliter les calculs qui vont suivre, on va dire que j'ai 20 ans. Donc on arrive à un résultat de 200. Ensuite, on doit faire la méthode de Kervonen, qui est complémentaire. Donc en gros, on doit calculer sa fréquence cardiaque cible. On a 3 données, comme le protocole d'avant. Donc on a la fréquence cardiaque au repos, la fréquence cardiaque de réserve et la fréquence cardiaque cible. Et pour le mettre en application, donc là on a trouvé la fréquence cardiaque max de 200 pulsations par minute. Donc je prends ces chiffres-là. La fréquence cardiaque de repos, on va dire avec les chiffres donnés dans l'exercice, donc 65. Et la fréquence de réserve, on doit calculer avec la fréquence cardiaque maximale moins la fréquence cardiaque au repos, ce qui nous donne 135 pulsations par minute. Et pour trouver la fréquence cardiaque cible, on doit prendre un certain pourcentage, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va prendre une intensité fondamentale, donc de 70%. Donc on doit faire 70% fois la fréquence cardiaque de réserve, donc celle qu'on a trouvée par le calcul d'avant, plus la fréquence cardiaque au repos. Et vous allez ainsi trouver votre fréquence cardiaque cible. Je mettrai les calculs en image de synthèse, et si vous voulez, vous pouvez faire pareil que moi et tester tout simplement cet exercice. Ensuite, nous avons le coût énergétique. Il est mesuré, alors ça c'est pour le côté scientifique, en millilitres d'oxygène par kilogramme de poids corporel par minute.
il correspond à la quantité d'énergie dépensée par l'élève durant un effort. Plus il est élevé, pardon, plus il met l'élève en difficulté et diminue la VO2 max, vu précédemment, et donc la vitesse maximale aérobie, la VMA. Les facteurs influents sont plus ou moins différents de ceux vus précédemment. On a d'abord l'âge, qui est assez commun. Donc l'élève gagnera en économie d'énergie en grandissant. Il y a le contexte d'épreuve, on peut prendre notamment l'épreuve de cyclisme, avec la température, le revêtement du sol et le relief. On a ensuite le niveau d'habileté gestuelle, donc économie de rendement et donc un effort à moindre coût. Par exemple, un exemple banal, quand vous faites un footing, vous avez tendance à balancer les bras. Sauf que si vous fermez les poings, vous allez consommer encore plus d'oxygène car vous allez contracter vos muscles de l'avant-bras et donc du coup avoir plus d'essoufflement et plus de difficulté à pouvoir courir longtemps. Et enfin, nous avons l'endurance aérobie ou l'endurance tout court, c'est comme vous voulez. Mais l'endurance aérobie, c'est le terme plus scientifique. Donc, qu'est-ce que l'endurance aérobie? C'est la capacité à supporter une activité ou un effort d'une durée indéterminée sans baisse d'efficacité. Elle ne se confond pas avec la course de durée ou le demi-fond, qui, elle, est une activité physique. L'endurance est une qualité physique, mais aussi mentale. C'est-à-dire que quand vous allez courir un footing, votre corps est en jeu, mais c'est aussi une épreuve mentale. Donc, d'où l'expression mentale d'acier. Quand vous faites un marathon ou un exercice intense ou pas, et de longue durée. En EPS, elle est révélatrice des capacités aérobies chez l'élève. Comme dit précédemment, on a pu voir des exemples avant, donc si vous voulez remonter dans la vidéo, et vous trouverez les exemples donnés avant. Elle se développe essentiellement au travers des activités de durée, donc ça pareil, on l'a vu avant. Et elle peut donc permettre la possibilité de maintenir le plus longtemps possible un pourcentage élevé de la VMA. Pour cette dernière dite expérience, on peut faire un nouveau test. Donc, ou un exemple concret. On va prendre un exemple concret qu'on pouvait faire au lycée, collège. Donc là, j'ai des données, je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Donc, on a deux élèves, je n'ai pas choisi les noms. Donc, on a Guillaume et Mathieu, qui sont des coureurs, et qui ont la même VMA, donc vitesse maximale aérobie, de 19 km par heure, ou km/h, mais le vrai nom, c'est km par heure. Ils doivent courir à 90% de leur VMA, donc aux alentours de 17-18 km/h. Guillaume est capable de tenir ce pourcentage, donc 90, pendant 30 minutes, ce qui est énorme. Donc c'est principalement entre le sprint et la course très rapide. Et Mathieu ne tient cette allure que 20 minutes. Donc on en déduit que Guillaume est plus endurant. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors désolé si j'ai à peu près lu pendant toute la vidéo, mais je connais pas par cœur le sujet et je préférais ne pas me tromper sur les termes et sur les notions apportées dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc ceux qui sont en Dust, ça vous servira peut-être pour l'évaluation de demain et même pour les partiels qui arrivent en décembre. Et pour ceux qui connaissaient pas, bah, j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand je disais j'ai sorti une vidéo, on dit bah, j'ai pas reçu la notification ou quoi. Donc si je me trompe pas, si vous regardez ouais, en bas à droite, juste en dessous de l'écran, il y a une cloche. Vous pouvez l'activer, c'est la seule fois où je le dirai, et j'ai pas envie de forcer. Parce que même moi, quand je regarde des youtubeurs, ça me saoule un peu qu'on me force à dire tiens fais ça, je le fais de moi-même. Et si vous voulez montrer que vous aimez les vidéos, ça je le dirai qu'une seule fois aussi, vous pouvez mettre un pouce bleu et même commenter, interagissez intelligemment. Intelligemment, après c'est à vous de voir. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement, peut-être cette fin de semaine, peut-être dans pas longtemps. On verra. A plus.